J'ai re-regardé The Social Network récemment et il y a une scène dans ce film durant laquelle Eduardo, l'ami de Zuckerberg, écrit une formule sur la fenêtre de leur dortoir, une formule clé utilisée pour la création du site FaceMash, dont le but est simple, classer les filles d'Harvard en fonction de leur beauté perçue via les votes des internautes. Grâce à cette formule, on peut repérer les profils qui ont une attractivité jugée similaire et donc les faire s'affronter. Ça rend les duels plus intéressants qu'un match à sens unique. Pas très éthique, certes, mais très intéressant. Parce que cette formule, c'est celle de l'Elo. Et dès que tu veux classer des utilisateurs, c'est souvent ça que tu veux utiliser. Que ce soit dans une appli de rencontre, dans l'e-sport ou dans les échecs qui ont permis la création de ce système d'évaluation. Et oui, à la base, c'était pour juger le niveau des joueurs d'échecs et utilisé seulement pour des jeux où 2 personnes s'affrontent, mais on peut facilement l'adapter pour tout un tas de besoins. Tout ça a été inventé par Harpard Elo. D'où le nom. Tous les joueurs commencent avec un score arbitraire, par exemple 1500 points. Chaque fois que 2 joueurs s'affrontent, on va calculer la probabilité que chaque joueur gagne via ces formules, qui est celle qu'Eduardo écrivait dans le film. Si les scores des 2 joueurs sont égaux, la probabilité vaudra 1,5, 50%, autant de chances que l'un ou l'autre gagne. Si le joueur B est bien meilleur ou bien moins bon, tout va dépendre de ce nombre. 400 de base, mais il est choisi arbitrairement. 400, c'est ce qui était utilisé dans la formule de base d'Harpard Elo. Ça fait en sorte qu'un écart de 200 points Elo donne 75% de probabilité de gagner pour le joueur le plus fort. Si je veux avantager les joueurs les plus faibles, il faut baisser cette valeur. Ça permettra d'avoir des probabilités assez extrêmes beaucoup plus rapidement. A l'inverse, si je veux avantager les joueurs forts, il faut augmenter la valeur. Car oui, la probabilité qu'on obtient via ces calculs est primordiale dans le calcul de la valeur qu'on va retirer ou ajouter au score de chaque joueur en fonction du résultat de la partie. Si tu as une probabilité forte de gagner et que tu te foires, tu perdras beaucoup de points. Et si tu gagnes, tu en gagneras presque pas. A l'inverse, si tu fais un miracle et que tu bats un joueur ultra fort, alors que c'était pas du tout attendu, tu vas gagner beaucoup de points. Alors qu'en cas de défaite, tu perds presque rien. Donc si tu es un mauvais joueur, tu veux des probabilités extrêmes. Et cette valeur qu'on ajoute ou retire à ton score est obtenue via cette formule. Ton score actuel plus K fois le résultat de la partie moins la probabilité que tu gagnes. K, c'est une valeur arbitraire, on en parle juste après. Le résultat de la partie, ce sera 1 en cas de victoire, 0 en cas de défaite, 0,5 en cas d'égalité. Et la probabilité de ta victoire, on l'a calculée juste avant. On retrouve ce que je disais avant. Si tu gagnes, mais que tu avais 95% de probabilité de gagner, tout ça, ça vaut presque 0. Donc ton score, il bouge presque pas. Et si tu perds, tout ça vaut moins 0,95 fois K, ce qui peut te retirer beaucoup de points. Tout dépendra de la valeur de K. Plus ceux qui ont développé l'algorithme choisissent un K grand, plus le score du joueur va rapidement atteindre son vrai niveau. Mais il oscillera énormément, ce qui peut être très frustrant. Une lose et tu passes de gold à silver. Au contraire, si K est petit, la progression sera très lente. Mais ton score sera plus stable, ce qui est agréable une fois que tu as atteint ton vrai niveau. On peut éventuellement commencer avec un K élevé pour pas que tu passes 300 ans avec des joueurs faibles, puis le diminuer quand on voit que tu commences à atteindre un niveau où c'est compliqué pour toi. Dans tous les cas, les points gagnés par un joueur sont égaux à ceux perdus par l'autre. Il y a un échange en fait entre les 2 joueurs et ça fait que le niveau moyen au final reste à 1500. Et ce système de classement s'adapte à plein de domaines comme les applis de rencontre dont on parlera dans un instant parce qu'il me faut d'abord vous parler d'un domaine dans lequel c'est inutile, l'hébergement VPS. Parce que les meilleurs là-dedans, c'est le sponsor, Hostinger. C'est une évidence, pas besoin de classement. Vous pouvez avoir un serveur avec 2 cœurs vCPU, 8 Go de RAM, 100 Go de stockage, 8 Tera de bande passante pour seulement 6,49€ par mois. L'installation est toute simple, il suffit de savoir lire et remplir un formulaire. Ah ouais, mais moi je sais pas coder. Ah bah ça tombe bien, tu peux aussi installer des outils puissants qui te permettent de faire des tâches complexes sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, N8N, l'outil d'automatisation open source. Tu coches juste cette case lors de l'installation du VPS et hop, c'est configuré. Après, tu peux te rendre sur l'interface de N8N et à partir de là, toutes les automatisations possibles et imaginables s'offrent à toi. Par exemple, je peux faire en sorte que dès que mon typeform est rempli par un utilisateur, ça m'envoie un message via un bot Discord pour me prévenir de la réponse. Et comme tu peux le voir, tout se fait via une UI intuitive. En 5 minutes, ça fonctionne. Ce genre de service, d'autres te le factureront 20€ par mois. Hostinger, c'est toujours 6,49€. Et avec le code Overflow15, t'as 15% de réduction supplémentaire. Mais cette offre ne dure que 30 jours. Alors il faut se grouiller. Sinon, t'as le code Overflow, tout simple, qui marche tout le temps. Mais là, c'est que 10%. Retournons à nos applis de rencontre. On peut utiliser l'Elo pour classer les profils. Chaque fois qu'une personne arrive dans le feed d'une autre, on va calculer la probabilité qu'il se fasse liker en fonction de son score Elo actuel et de celle qui swipe. Là, il y a 2 possibilités, victoire
ou défaite, il n'y a pas de match nul. Ton score augmente énormément si la personne est bien plus belle que toi et te like. Augmente très peu si elle est beaucoup plus moche, et inversement si tu te fais rejeter. Et au fur et à mesure, on te présente des profils proches de ton elo pour qu'il y ait plus de chances que tu matches. Enfin, pas tout à fait. Généralement, on continue de te présenter de temps en temps des profils très populaires, très beaux, pour t'inciter à rester et te faire rêver, quoi. Généralement, quand tu te connectes, le premier profil sera toujours quelqu'un de BG. C'est une méthode efficace pour trouver rapidement les utilisateurs les plus attirants. Il y a d'autres méthodes possibles pour déterminer ça, éventuellement une approche mathématique, en calculant la symétrie du visage, ou encore en entraînant une IA sur des photos de personnes prénotées par des vrais humains de 1 à 10. Mais le problème de toutes ces techniques, c'est que ça prend pas en compte les goûts et les couleurs. Je te mets ce profil. Il va être très clivant. Beaucoup de filles, ou de gars, vont pas kiffer du tout. Mais certaines, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Sauf qu'avec le système d'Elo, vu qu'il se fait next un tas de fois, il se retrouve avec un score moyen, alors qu'il devrait être en haut du panier pour certaines filles. L'Elo va donc avantager les personnes qui sont belles conventionnellement, en quelque sorte. Ce sera un peu fade, quoi. Pour éviter ça, l'Elo n'est plus utilisé, ou du moins pas uniquement. C'était le cas au début, mais plus maintenant. En parcourant les brevets déposés par Tinder et leur blog de dev, 2 éléments clés ressortent. L'utilisation de la recherche K-Nearest Neighbors et de modèles Deep Learning de type Two Towers. L'idée, c'est qu'on va prendre les profils des utilisateurs, les images, la bio, l'âge, les intérêts, tout, et on file ça à un réseau de neurones qui transforme ces informations en un vecteur qu'on appelle un embedding. Ce vecteur, c'est une sorte de représentation mathématique de l'essence de ce qu'est ton profil. Et c'est très utile pour faire de la classification. Admettons, j'ai un premier profil de mâle alpha biker qui kiffe la fonte. Ça me donne un premier vecteur qu'on peut représenter comme ça. Un autre profil, un gars qui kiffe lire en terrasse et les musées, on obtient un autre vecteur assez éloigné de notre premier. Disons maintenant que j'ai encore un nouveau profil, un biker qui pousse pas de la fonte, un peu moins BG que le précédent, ça me donnera un vecteur qui représente son profil et qui diffère mais reste assez proche de notre premier utilisateur classé, car ils se ressemblent pas mal. On continue avec tous nos utilisateurs et l'intérêt, c'est que je peux facilement trouver des profils qui se ressemblent. Si je veux un utilisateur semblable à celui-ci, je prends son vecteur, puis je sélectionne tous ceux qui sont assez proches de ce dernier. Alors normalement, c'est pas en 2 dimensions, il y en a bien plus, mais c'est quand même plus parlant et visuel. Et ça, c'est ultra puissant, et pas que pour Tinder, dès que vous voulez faire de la classification. Bon, maintenant qu'on a une représentation et un moyen efficace de chercher des profils, comment on fait pour trouver le match parfait? C'est là qu'intervient le modèle Two Towers. On va en fait créer l'embedding, le vecteur de l'homme idéal pour une fille. Première fois qu'elle se connecte, on ne sait pas trop ce qu'elle recherche. On montre les profils les plus populaires, puis petit à petit, Tinder va noter ce qu'elle apprécie, ce qu'elle déteste, et créer un vecteur de l'homme idéal pour elle en fonction de ce à quoi elle est réceptive. Plus qu'à prendre ce vecteur, chercher les utilisateurs qui en sont proches et lui suggérer. Peut-être à condition que le vecteur qui représente cette fille corresponde à ce que recherche le mec en face également, ça va dans les 2 sens. Voilà comment en gros, ça fonctionne. Et à partir de là, on peut comprendre comment avoir plus de chance sur ces applis. Il y a 2 erreurs que font les mecs, principalement, je pense. Déjà, liker tout ce qui bouge, bande de petits lapins. Si vous faites ça, le vecteur de la femme idéale que Tinder tente de créer pour vous n'aura aucun sens et correspondra à aucune utilisatrice. Je veux dire, si vous aimez les gothiques, mais aussi les cathos, les VG et les fans de balbouffe, ça va être compliqué de faire un bon match. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être ultra spécifique dans vos likes, mais il faut être cohérent. Deuxième chose, qui est un conseil qui s'applique aussi dans la vraie vie, je pense, soyez clivant. Ne la jouez pas safe. Si vous tentez de plaire à tout le monde, vous plairez à personne parce que vous êtes fade, générique. Je pense que beaucoup ont un profil avec une photo sur fond blanc ou un fond uni digne d'un mugshot et des phrases du type « Le secret pour me séduire, c'est de me faire rire ». Sans blague, Jean-Pierre. En faisant ça, le vecteur qui vous représente sera celui de monsieur générique, monsieur lambda. Et des profils comme ça, il y en a à l'appel. Mais des filles qui recherchent un type banal, du moins en apparence, il n'y en a pas beaucoup à mon avis. Donc beaucoup de concurrence pour très peu d'utilisatrices intéressées, c'est catastrophique. À la place, montrez vos spécificités. Mais soyez malin quand même, présentez-le d'une manière bankable. Typiquement, si vous êtes fan de pêche, la photo avec le poisson capturé gluant qui doit puer sa mère, ça vend pas du rêve. C'est trop niche à mon avis, il y a trop peu d'utilisatrices qui sont à ce point fans de la pêche. Par contre, si vous présentez ça différemment, vous êtes en mer, sur un bateau, une barque, vous regardez au loin, ou bien vous êtes en train de cuisiner le poisson que vous avez chopé, ou vous êtes à l'aquarium, enfin bref, vous voyez l'idée. Il faut faire en fait une sorte de mood board qui vous représente et qui est authentique. Après, avoir les bonnes photos qui matchent avec ce mood board, c'est plus compliqué, forcément. Mais si vous avez du temps à perdre,
pourquoi pas tenter ça. Pour finir, et il faut le dire quand même, hein, le physique, ou du moins la photogénie, joue un rôle énorme dans les embeddings quand ils vont être créés. Donc si vraiment ça marche pas pour vous, bon déjà sachez que ça veut pas forcément dire que vous êtes atroce, surtout si vous êtes un gars, vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs en comparaison d'utilisatrices, donc les utilisatrices peuvent avoir des sacrés standards. Enfin bref, si ça marche vraiment pas pour vous, je pense que le mieux pour vous, généralement il y a deux manières, hein. Soit des amis qui vous font des passes dés en vous invitant à des soirées ou en vous présentant des filles ou des hommes, hein. Soit vous faites des événements autour de ce qui vous passionne. Allez dans des endroits où ça parle de sujets qui vous plaisent, tentez de lancer des conversations et je suis sûr que ça va le faire. Enfin, si vous devez prendre des conseils de séduction de moi, c'est que vous êtes déjà un peu dans la merde, mais on perd pas espoir. Et d'ailleurs, au niveau des sujets qui vous passionnent, évitez les conventions de geeks. Si j'en crois mes statistiques sur mes 2 chaînes YouTube, il n'y aura pas grand monde niveau filles. Enfin ouais, j'espère que ça vous a plu. À la fin, on a un peu dévié, mais on a pu voir un petit peu des algorithmes très intéressants, surtout le Kenny Rust Neighbor. Ça, c'est super utile et pas que pour du Tinder. Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. Puis en plus, avec l'été qui arrive, je me suis dit c'était l'occasion de le faire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'était BDF pour Overflow. Ciao.